Bonjour à tous, merci d'être présents à cette table ronde pour parler de la data, ses perspectives, l'éthique autour des données. J'ai le plaisir d'accueillir monsieur le député Éric Bothorel, député des Côtes-d'Armor, qui a participé à de nombreux groupes de travail sur la donnée et le numérique. Madame Françoise Soulier, conseillère scientifique auprès du Hub Francia et de la Commission européenne, et Nicolas Couder, lead IoT pour Microsoft France. Je vous laisse vous présenter si vous voulez en dire un peu plus sur vous. Oui, d'autant qu'il en manque un, donc il va falloir... c'est ça. Du coup, on va mettre 5 minutes chacun à se présenter. Non, rapidement, moi je suis donc parlementaire élu d'une circonscription de Bretagne, donc je suis bien ici à Nantes. Circonscription de Lannion-Paimpol. J'ai passé ma carrière dans ce qu'on appelait, avant qu'on appelle ça le digital, le numérique, l'informatique. À l'époque, je le rappelais à mes voisins tout à l'heure, où les premiers PC 286 commençaient à remplacer les mini, et puis ensuite les clients-serveurs, le web 2.0, etc. Donc je travaillais pour une entreprise française qui est depuis devenue Econocom, et une petite entreprise qui est américaine qui s'appelait General Electric, où j'étais quality leader. Et je suis parlementaire donc depuis 2 ans au sein de la majorité La République En Marche. Je suis auteur de 4 rapports sur le Digital Single Market, sur le Free Flow of Data, sur la cybersécurité que je rends au mois d'octobre avec les nouvelles missions de l'ENISA. Je suis réserviste de la cyberdéfense par ailleurs, encore pour quelques semaines. Et j'étais rapporteur de la loi sur la 5G. Voilà. Donc je viens ici surtout vous écouter plutôt que de délivrer un message, mais j'aurai l'occasion de répondre à quelques questions. Merci, je vais prendre celui-là. Oui, bonjour. Donc moi, essentiellement, je suis scientifique, effectivement. J'ai travaillé, je fais que de l'IA, j'ai toujours fait de l'IA toute ma vie. Donc 20 ans comme professeur d'université avec une vingtaine de thèses que j'ai fait soutenir. Et ensuite 20 ans dans des entreprises successives, dont une et Business et Décision, que j'ai quitté il y a quand même un certain nombre d'années. Et pour terminer tout ça, je suis redevenue professeur à l'université. Mon mari m'a dit c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. En Chine. Donc j'ai passé 3 ans professeur à l'université en Chine. Donc j'ai cette expérience bizarroïde, uniquement IA, moitié académique et moitié industrielle. Bonjour à tous et déjà merci de nous accueillir aujourd'hui. Donc pour ma part, donc Nicolas Couder, moi je suis en charge de l'Internet des objets chez Microsoft, qui tire forcément un lien très étroit avec la donnée dont on va parler aujourd'hui. Mon background est un background à la base très technique et ingénieur. J'ai eu la chance de parcourir un certain nombre d'entreprises dans mon passé, petites et moyennes, sur le territoire du sud-est de la France, puisque j'en suis originaire. Et je suis basé depuis peu au Mans, donc dans la région. Et je redécouvre, entre guillemets, aussi tout cet écosystème très très riche que l'on a la chance de partager avec de belles initiatives aussi localement, et dont on pourra aussi parler, parce que plein de choses se passent aussi dans nos régions, et pas uniquement à Paris. Je vais donc commencer avec une première question autour de la donnée. On entend beaucoup que c'est le pétrole du 21e siècle, voilà, c'est dit. Et surtout, en France, pour contrer les GAFA, on essaye de se dire qu'il faut essayer de mutualiser les données, mais d'un autre côté, ça fait perdre un avantage concurrentiel parce que c'est nos données. Donc la première question, c'est quelle perspective vous voyez sur cet axe à la fois de mutualisation, mais aussi de différenciation économique. Voilà. Pour vous aussi. Alors, je pense que tout ce sujet de la donnée, en fait, ça vient d'un gros problème qu'a l'IA aujourd'hui, c'est que l'IA, c'est du big data. Ça a besoin de beaucoup de données. On ne sait pas encore bien faire de l'IA sur du small data. C'est un problème encore un peu ouvert. Donc, on a besoin de beaucoup de données et comme la compétition, évidemment, est internationale, on a en face de nous les Américains, les GAFA, donc qui ont des données, enfin toutes celles qu'on leur a donné les données de la planète, on va dire, mais qui ont un marché de 350 millions d'habitants, donc à peu près la taille de l'Europe, largement plus que la taille de la France. Et puis de l'autre côté, on a la Chine qui a un marché d'1,3 milliard d'habitants.
Donc, j'ai toujours l'habitude d'exprimer les choses comme ça. Si je veux faire une application en IA, si tu as 1,3 milliard de données et j'en ai 66 millions, tu gagnes à tous les coups. Donc en fait, la mutualisation, ce n'est pas une idée pieuse, c'est en fait la seule façon d'y arriver. On est obligé de mutualiser les données. Donc l'Europe est très consciente de ça. Il y a, dans le High Level Expert Group auquel j'appartiens, on a fait des recommandations. Et ces recommandations, en fait, sont très largement dans cette direction-là. Il s'agit de partager les données autant que possible, d'établir des standards de partage, d'établir des verticaux de données par métier, par exemple des données de santé, des données industrie 4.0, etc., des données de transport. Et la question qui se pose, comme tu as dit très justement, c'est que comme mes données, c'est mon bien, je ne veux surtout pas les partager avec mon voisin, jamais, jamais. Donc en fait, ça pose tout un tas de questions. Donc Web France IA, donc on est en train de travailler sur un projet avec des startups et des gens autour de notre écosystème pour faire une solution technique qui permettrait de partager ces données de façon secure, entre guillemets, c'est-à-dire une façon brutale. C'est tu cryptes tes données, je crypte mes données. Aucun de nous ne peut lire en clair les données, mais nous pouvons faire un modèle sur l'ensemble. Donc la mutualisation, il y a un appel à projet du gouvernement qui est sorti cet été et qui doit avoir une réponse très bientôt. On va forcément y arriver. On n'a pas tellement le choix si on veut rester dans la compétition. Oui, peut-être pour rebondir, effectivement, il y a une nécessité effectivement accrue aujourd'hui du fait de l'arrivée de l'intelligence artificielle et la maturité de ces technologies à avoir beaucoup de données, ce qui n'empêche pas de répondre aux problématiques, aux enjeux des données personnelles, de pouvoir anonymiser les données ou de pouvoir respecter les réglementations françaises ou européennes. La GDPR, entre autres, donne un cadre. Je pourrais parler de Microsoft, comment on réagit face à ce cadre et comment on l'adapte finalement, ce modèle européen, à l'ensemble de la planète, en tout cas chez Microsoft, pour que cette nouvelle règle puisse être adossée à tous les clients, qu'ils soient basés en Europe, en France ou dans le monde entier. Mais ce n'est pas uniquement ça, c'est, je pense, une grande problématique individuelle. La donnée personnelle, donnée sensible, peut-être la donnée la plus sensible, elle peut être autour de l'armée, de la souveraineté de cette donnée pour des raisons qu'on imagine bien, mais surtout dans la donnée personnelle, toute la valeur qui est celle de la corrélation avec mes données de santé, par exemple, où là aussi on a des belles réglementations qui ont été initiées en Europe et aussi en France. Et là aussi on met l'accent de plus en plus à s'adosser aux réglementations qui sont celles de nos clients et donc de respecter l'hébergement de données de santé qui existe depuis fort longtemps et puis d'amener petit à petit aussi l'infrastructure nécessaire sur le territoire français, ce qui a été aussi l'enjeu des dernières années, en tout cas pour la part de Microsoft. Moi je rebondirais aussi, c'est surtout l'angle que veulent donner les acteurs du territoire, les acteurs locaux, et de l'ambition qui est celle de vouloir mutualiser. On a parlé ce matin des projets autour de Toronto, qui étaient fort intéressants en termes d'initiative, mais on a une culture, il faut respecter cette éthique autour de la donnée, c'est très très important pour savoir quels seront les usages qui vont être faits et de prendre des décisions. On a un comité d'éthique en dehors de Microsoft pour aussi prendre à un moment donné le choix de aller ou ne pas aller sur ces projets si ça ne respecte pas les bonnes chartes. La charte qui a été évoquée aussi ce matin sur nos territoires est un point très très important avec Naoned IA, justement de mettre en place des chartes. Et la charte de Nantes n'a pas vocation à être la même à Toronto, et on voit bien qu'on a des cultures différentes. Il faut s'adosser à tout ça pour pouvoir aller de l'avant, j'ai envie de dire. Je peux être que d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. D'abord, rappeler qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites et qui vont dans le sens de la mutualisation des données. Je pense notamment au projet de loi de santé qui met en place le Hub Data Health. Je pense notamment au projet de loi sur les mobilités qui encourage et qui porte aussi un projet de mise en commun des données. Mais je pense que ça va dans le bon sens et il faudra qu'on continue et il faudra qu'on aille beaucoup plus loin. Je pense que le parlementaire que je suis et le travail législatif s'accommodent peu du rythme auquel les innovations arrivent sur le marché. Pour faire une loi, il faut 18... quand on va vite, il faut 12 mois.
ça passe entre les deux chambres, que ça revient à l'Assemblée quand c'était première lecture à l'Assemblée. Les décrets sont publiés parfois, la plupart du temps désormais, mais ce n'a pas toujours été le cas. Et donc il faut considérer qu'il faut 18 mois pour faire une loi. Quand on regarde les sujets, les buzzwords du moment entre la blockchain, l'IA, j'en passe et des meilleurs, et le rythme auquel à la fois les acteurs soumettent les innovations, la profondeur avec laquelle ces innovations perturbent les marchés ou en tout cas les modifient, il y a fort à parier que si vous êtes législateur et que vous souhaitez vous saisir d'un sujet, comme on l'a fait par le passé avec des grandes lois cadres, eh bien, quand vous arrivez au moment de sa promulgation, vous êtes à la version 2.0 du problème d'origine que vous souhaitiez traiter. Et donc, il faut mobiliser de nouvelles ressources. Moi, je crois beaucoup dans la responsabilisation des consommateurs. On en parlera probablement tout à l'heure. Je crois beaucoup aussi dans l'autorégulation. Et on en a fait la démonstration, notamment, je peux l'illustrer avec les systèmes d'hébergement en ligne et le fait de ne pas avoir écrit dans la loi en dur les 120 jours, mais d'avoir trouvé un accord, un gentleman agreement avec l'ensemble des acteurs. Et puis enfin, bien évidemment, il y a quand même la loi, parce que le parlementaire qui est là va quand même pas vous dire qu'il ne souhaite pas légiférer. Mais il faut le faire à l'échelon national, il faut le porter à l'échelon européen ou dans des groupes encore plus larges, je pense au G7, je pense à l'OCDE. Si on prend l'actualité récente autour de la fiscalité des entreprises numériques, on voit bien que des solutions qui sont unilatérales dans certains pays, si elles insufflent des côtés très vertueux, elles en trouvent parfois des limites. Et à chaque fois qu'on crée un enfer fiscal à un endroit, on fait vivre un paradis fiscal ailleurs. Donc tout ça pour vous dire que sur le sujet de la data, qu'on a beaucoup abordé quand il fallait l'aborder sous l'angle législatif, et parce qu'on ne savait pas faire autrement sous des visions qui étaient purement verticales et sectorielles, on a créé des régimes différents pour la santé, pour les données biométriques, pour les données scolaires, pour les données sensibles, etc. Et on s'aperçoit, je lisais en venant à Nantes ce matin, une interview ce qui doit être le CEO de Dawex, qui est la première entreprise place de marché avec 8000 entreprises qui sont regroupées sous sa bannière. Les transactions qui sont faites entre les secteurs. Vous avez d'abord 51% des transactions de cette place de marché qui se font au sein du G7 et vous avez surtout 70% des transactions, c'est-à-dire des échanges de données qui se font dans des secteurs qui sont des secteurs différents. Ce qui vient conforter l'idée qu'une approche purement sectorielle ou purement verticale des choses n'est probablement pas suffisante. Et donc il va nous falloir travailler sur des sujets que vous avez évoqués, il va nous falloir travailler sur la normalisation de la data. J'étais hier avec une entreprise française qui travaille autour de ce sujet. Si les data scientists vont assez massivement chez un certain nombre de grands acteurs américains, c'est d'abord parce que les bases sont très clean et qu'ils font vraiment un travail de data scientist plutôt qu'un travail de renormalisation des bases. Donc il nous faut travailler sur la normalisation de la data, il nous faut travailler sur la portabilité, sur l'interopérabilité. Et c'est ça qui construira petit à petit, même s'il faut y arriver vite pour des raisons de position dominante et de concurrence et de loyauté dans la concurrence, cela nous permettra d'avoir cette mutualisation qui rend les services à l'humanité, ce que d'aucuns appellent le tech for good ou AI for humanity. C'était un peu le sens des travaux de Cédric Villani quand il a rendu son rapport sur l'intelligence artificielle il y a quelques mois maintenant. C'est aussi le sens des réflexions qui sont portées par la Commission européenne dans un projet de règlement autour de la libre circulation des données non personnelles. Il faut aller plus loin. Le gouvernement, la majorité, l'exécutif et l'Assemblée nationale travaillent à chacun des textes. Désormais, ça a été le cas sur la santé, je l'ai rappelé, c'est le cas sur la mobilité par ailleurs, pour faire en sorte qu'on puisse porter cette forme de mutualisation, d'accessibilité à la donnée, et de ne pas s'enfermer dans des visions en silo ou sectorielles, pour les raisons que j'ai évoquées notamment. Si on veut gagner des compétitions, il ne s'agit pas d'avoir les plus larges datasets, il s'agit d'avoir accès aux datasets, il s'agit de pouvoir les faire circuler, de pouvoir les échanger, et de faire en sorte que ce soit sur les domaines militaires, de souveraineté ou des sujets plus ou moins sensibles, on puisse aller, je vais lâcher le mot, aller vers les données d'intérêt général. C'est un petit peu ce qui était sorti des états généraux des nouvelles régulations numériques lancées par Mounir Majoubi. Lorsque, s'intéressant à ces sujets de données, on en était arrivé à un point où nous n'arrivons plus à qualifier ce qui est critique, sensible, pas critique par sensible. On finissait par se dire, après tout, il y a des choses qui sont d'intérêt général, et avec les anonymisations, avec le chiffrement, avec un certain nombre de choses, on est en capacité de pouvoir gérer, manager un certain nombre de données et de donner essor aux innovations qui vont servir les nouveaux services qui vont être tant attendus par nos concitoyens. Voilà.
Vous vouliez peut-être réagir, Nicolas, sur la partie standardisation, que j'imagine avec les objets connectés, on en a au moins un qui doit sortir tous les jours avec son format de données et autres. Et oui, on peut réagir à ça, parce qu'effectivement, alors pour le domaine sur lequel je travaille en particulier, qui est l'Internet des objets, on se retrouve dans une situation où bon nombre de ces objets-là n'étaient pas du tout prévus pour être connectés au tout début. Donc ça engendre des grosses problématiques de sécurité. Donc qui dit données dit aussi sécurité. C'est un des gros enjeux aujourd'hui, de pouvoir amener suffisamment de sécurité. On sait qu'il n'y a pas le 100% de sécurité. Ça n'existe pas. Il faut l'amener au fur et à mesure, et être très très réactif quand une problématique arrive. Donc il y a eu quelques gros défauts, qui ont été sujets sur des hackers qui ont pris la main sur des caméras de surveillance sur des territoires nord-américains, en Chine et partout dans le monde, qui ont mis en péril, on va dire, peut-être pas les données individuelles sur le début, mais plus sur la capacité à écrouler un réseau Internet. Et on sait qu'on est tous tributaires aujourd'hui de ce fameux réseau, entreprises et particuliers. Et donc après, ça devient des enjeux politiques. C'est au début des enjeux de sécurité très techniques, et ça devient un enjeu politique. Donc les témoignages sur ce sujet-là, je ne vais pas en faire le panel parce que ce n'est pas l'objet de la discussion. Mais en tout cas, la sécurité des données, qu'elles viennent des objets, qu'elles viennent aussi de la capacité à partager nos données depuis nos smartphones et nos postes de travail, est un élément très très important dans cette chaîne de valeur. Et qui dit données, dit sécurité, qui dit sécurité, dit données également. Oui, j'aimerais vraiment rebondir là-dessus. Je pense qu'on est complètement inconscient de ces dangers-là. Je vais vous donner un exemple vraiment idiot. Un stagiaire en électronique. J'ai chez moi des volets roulants. Vous savez, le truc, on appuie sur le bouton, bzoup, ça descend tout seul. Stagiaire en électronique, il a ouvert ça en 2 heures. 2 heures pour hacker le truc et automatiquement rentrer chez moi, sans problème. Donc aujourd'hui, ces objets qu'on a un peu partout sont non protégés. On est absolument inconscient, de la même façon qu'on est inconscient qu'on donnait nos données de façon complètement aveugle aux GAFA. En gros, on a aujourd'hui une problématique sur la cybersécurité qui est absolument dramatique. Il n'y a pas encore suffisamment de formation à ces techniques-là. Il n'y a pas encore de formation de gens qui aient à la fois la compétence en intelligence artificielle, en manipulation des données et en protection, sûreté. Donc je crois que tout le sujet de la sûreté en IA, ça va être un domaine absolument énorme. Aujourd'hui, on a des solutions d'IA qu'on n'est pas capable de certifier. Comment pouvez-vous certifier aujourd'hui qu'un programme d'IA va poser un avion avec une chance sur 10 puissance 7 de se crasher? Personne ne sait faire ça. C'est pas une chance en plus. C'est pas une chance quand ça se produit. Voilà. Donc ce genre de problématique de sûreté, des données, mais pire, des applications IA construites sur ces données, je crois que c'est un sujet absolument fondamental. Donc en cybersécurité, je pense qu'il y a des actions à avoir extrêmement sérieuses pour protéger nos données personnelles, notre vie de tous les jours, pour protéger notre démocratie, pour éviter que les élections soient complètement hackées par des gouvernements sympathiques, on va dire. Donc tout ça, c'est des choses qui vont être de plus en plus présentes, en fait, dans notre vie de tous les jours. Et l'IA, aujourd'hui, il n'y a pas encore vraiment toutes les réponses. Non pas que je veuille réagir à ça par rapport à la cybersécurité, parce qu'on s'éloignerait du sujet d'origine, même si c'est un sujet connexe et fondamental. Bon, on pourrait aller sur le terrain du security by design qui doit entourer les IoT, des enjeux qu'il y a autour de la certification et des sujets qui seront d'ailleurs sur la table au niveau européen d'ici la fin de l'année. Je reviens plutôt volontiers sur la normalisation, vous l'avez employé tout à l'heure, ou rationalisation. Moi, je peux l'illustrer avec 2 exemples récents. J'étais avec le directeur de la DGFiP, les finances publiques. On parlait de la lutte contre la fraude fiscale. Aujourd'hui, reconstituer un chiffre d'affaires avec des systèmes d'information différents entre caisses enregistreuses, systèmes de gestion, etc., c'est compliqué, y compris pour les agents de la DGFiP, parce que s'ils n'ont pas été formés, si le système est propriétaire, si tout ça ne communique pas, alors on y passe un temps fou, on ne sait même pas s'il faut y passer du temps. Et voilà, et on perd en efficacité dans sa mission première. Je peux l'illustrer avec, j'étais en entretien hier avec le vice-président de la FARM, qui est l'association française des agents régulateurs, c'est-à-dire ceux qui interviennent avant le médecin régulateur. Il y avait une actualité hier sur la santé, et je recevais en amont des annonces de la ministre de la Santé hier ces acteurs-là. Quand ils vous expliquent leur quotidien
Et pour le coup, moi qui suis un jeune parlementaire, c'est-à-dire depuis seulement 2 ans, je m'aperçois que dans un État qu'on qualifie comme étant jacobin un peu plus chaque jour, je m'aperçois des différences qui peuvent exister entre les pratiques de tel département, de telle région. Et quand vous écoutez ces régulateurs qui vous expliquent que s'ils ont à déclencher un SMUR du 29, ça ne va pas être tout à fait la même procédure que celui du 22, pas parce que les organisations sont différentes, mais parce que les outils ne sont pas les mêmes, vous finissez par vous poser la question de savoir s'il est patent et urgent d'avoir effectivement autour de la data, autour de la donnée, une forme de normalisation qui permette l'interopérabilité et qui rompe avec ces systèmes qui sont systèmes propriétaires, parfois captifs qui entourent et qui enferment parfois les collectivités dans des contrats de maintenance dont on ne sait même plus quelle licence on a acquitté, etc. Moi, je suis pour la loyauté dans la concurrence, je suis pour le fair play dans la concurrence et je suis pour les systèmes les plus ouverts possibles. Pour ça, il faut effectivement qu'on progresse autour de la donnée sur les champs de l'interopérabilité, de la portabilité. Et je vous épargnerai les autres combats qui sont les miens autour de la neutralité. Sur ce sujet-là, l'Europe est en train de faire des préconisations dans les nouveaux appels d'offres dans lesquels on va demander la standardisation cross-border. C'est même pas au niveau des différents départements en France, différentes régions. Ça va être en fait d'être capable de faire ça au niveau de tous les pays européens. Il n'y a que comme ça qu'on aura une masse de 350 millions de consommateurs avec des langues différentes, avec des pratiques différentes, mais au moins au niveau des données, on pourra se parler. Par exemple, on avait tout à l'heure un exposé de l'IGN sur les arbres, et la question qui se pose, c'est est-ce que je suis capable de croiser les données de la Pologne, par exemple, avec les données de la France? Aujourd'hui, je ne sais pas si la réponse est oui. Je dirais non, a priori. Je rajoute volontiers juste avant que vous puissiez poser la deuxième question. Mais ça tombe, on est moins nombreux, mais on parle plus du coup. Parce que si on ne fait pas ça, c'est-à-dire que si le régulateur ne s'en saisit pas, ou si le législateur, qu'il soit à l'échelon national ou à l'échelon européen, ne le fait pas, on va avoir ce qui s'est passé par le passé, c'est-à-dire c'est winner take all, et quand je dis take all, il prend à la fois le marché et les standards de marché. C'est-à-dire que les grands acteurs... moi, je peux pas leur reprocher d'être grands parce qu'ils ont rencontré leurs clients. Après tout, quand vous avez des grands acteurs qui sont aujourd'hui, qui ont des positions qui sont les leurs, mais parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent leurs services, après tout, c'est comme ça. Ce qu'il faut, c'est que ce soit pas utilisé pour faire en sorte que d'autres ne puissent pas émerger. Mais il y a une des caractéristiques depuis maintenant 10, 20 ou 30 ans autour de l'informatique, du numérique, du digital, vous appelez ça comme vous voulez. C'est que dès lors que quelqu'un occupe une position de marché extrêmement forte, alors il finit par imposer des standards technologiques. Et là, le législateur, le régulateur n'a même plus son mot à dire. Donc si on veut se saisir de ces sujets, il est encore temps de le faire. On peut encore le faire. Le RGPD est un bel exemple, il y en aura d'autres. Mais il est absolument nécessaire que la standardisation, la normalisation de la donnée ne soit pas le fait accompli d'un certain nombre d'acteurs qui occuperont demain, et d'ores et déjà pour partie d'entre eux aujourd'hui, des positions dominantes. Sinon, on sera soumis à leur réglementation. Je suis assez d'accord avec ce point de vue. La standardisation fait partie des grosses attentes, mais il y a aussi, je pense, une grosse partie des attentes qui est aussi sur l'éthique de qu'est-ce qu'on va faire de mes données, qu'est-ce que demain, aujourd'hui, et dès aujourd'hui, c'est aujourd'hui je partage mes données, mais pour en faire quoi? Est-ce que ces données vont être monétisées, pas monétisées? Quelle en est la propriété? Enfin, énormément de questions qui se posent, et même avec une bonne standardisation, je ne sais pas pour dire qu'il n'en faut pas. Moi, je viens aussi du milieu médical. Il en existe depuis très longtemps des réglementations. Et pour autant, les acteurs ont contourné la réglementation pour ne mettre qu'une partie de leurs données et toujours un peu de spécifique pour toujours attirer cette récurrence de clients que tous les acteurs privés cherchent à avoir. Donc, je pense qu'avant tout, cette partie éthique est quasiment aussi importante en tout cas que la standardisation, sur se poser les bonnes questions avant de démarrer un projet. Parler de sécurité, c'est aussi les fondamentaux. C'est quelles sont les bonnes questions à se poser avant de démarrer un projet, tant sur la partie éthique, tant sur la partie standardisation, tant sur le côté open data. On en entend souvent parler, mais
Open data, ça ne résout pas non plus tous les problèmes. Et puis sur l'open source, avoir la possibilité de partager son API en open source pour pouvoir interagir, parce que finalement, la standardisation, c'est une partie, on va dire, réglementaire, et on est tous d'accord pour se dire que c'est indiscutable, obligatoire. Mais si les API ne sont pas disponibles, la standardisation n'en sera pas aboutie jusqu'à la capacité à récupérer les bonnes informations au bon moment. Et on sait que le temps presse, la pression est forte, des nouveaux acteurs innovants également, les startups sont là pour amener et répondre à bon nombre de cas d'usage. Je discutais avec l'IoT Valley ou d'autres consortiums du côté de Toulouse très récemment, où ils nous disaient aujourd'hui, grâce à ce vivier de startups, on répond aussi sur notre territoire local à amener de l'innovation, à répondre à des cas d'usage qui nous sont posés par les grands groupes, parce que la plupart des grands groupes n'ont pas cette agilité et vélocité pour pouvoir répondre à ces cas d'usage qui arrivent dans leur organisation et qui soulèvent toute la problématique de la formation. Comment on forme demain, déjà sur la partie des données, mais on a la chance en France d'avoir des très très bons statisticiens et des très bons labos de recherche. Mais encore une fois, comment cette technologie autour de l'intelligence artificielle puisse être accessible à tous, et pas uniquement à ceux qui ont fait de longues études, mais ceux qui veulent aussi se reconvertir à un moment donné dans leur vie professionnelle et pouvoir suivre ce genre de parcours. Donc effectivement, on amène de notre côté cette partie éthique avec AI Impact. On répond sur la partie skills et sur la partie formation avec Microsoft AI, mais qui se veut être une formation délivrée par Simplon en France. Et on a une grosse ambition d'avoir 20 écoles et de former 400 000 personnes d'ici 2020. Avec, pour la région, une ambition de faire 5 écoles dédiées sur la région du Grand Ouest. Donc là aussi, c'est de mettre des moyens. Exactement. Je crois que sur ce point-là, il y a une chose vraiment importante. En IA, pendant, on va dire toute ma vie, l'IA a été un domaine vraiment aucun intérêt, vraiment circuler, il n'y a rien à voir. À peu près. Si, à peu près toute ma vie. Et le résultat de ça, c'est qu'en fait, on a relativement peu de gens qui sont formés vraiment, c'est-à-dire qui ont une expérience. Bon, des gens qui ont un master l'année dernière ou il y a 2 ans, oui peut-être, mais des gens qui ont mis en œuvre des projets, qui, par exemple, Joanne, mes anciens collègues, là, comme Serge, qui a derrière lui, il a 15 ans de machine learning, c'est-à-dire il a fait ça depuis très très longtemps. Il y a très peu de gens comme ça. Donc aujourd'hui, notre problème, c'est que dans les grands groupes, donc au Web France IA, on a beaucoup de gens qui sont des grands groupes, des membres, donc Pierre-Étienne Bardin qui est malade en est un. La demande qu'ils ont, le problème qu'ils ont massivement, c'est un problème de ressources formées, et ils ont chez eux tout plein d'ingénieurs qui connaissent très bien leur métier, qui connaissent l'entreprise, qui connaissent toutes les techniques nécessaires. Il leur manque la couche qui va bien d'IA. Donc la question, il y a de la formation initiale, bien sûr, et c'est un besoin absolument indispensable, mais il y a également un besoin massif de, on disait reskilling, tout à l'heure quand on bavardait, c'est-à-dire comment faisons-nous pour prendre un DBA, un administrateur de base de données qui sait faire ça parfaitement, et lui rajouter les quelques éléments supplémentaires dont il a besoin pour devenir un manager de données, on va dire, ou un data manager, je ne sais pas comment on peut appeler ça dans le vocabulaire de la data science. Donc aujourd'hui, notre challenge, c'est de former en continu ou de reformer les gens. On a également tout à fait en dessous, au niveau du lycée, vous savez tous qu'il y a une nouvelle option, enfin ceux qui ont des enfants de cet âge-là le savent, il y a une nouvelle option au lycée qui commence à la rentrée en informatique, et dans ce programme-là, en seconde, il y a une partie sur l'IA, il y a une partie sur vos données personnelles, comment vous les donnez, qu'est-ce qu'on en fait, pourquoi on les traite, le fait que si c'est gratuit, il y a des raisons à ça. Donc cette formation initiale, elle va changer la donne pour ceux qui auront à faire une formation en master, par exemple, en IA, mais elle ne formera pas tous ceux qui sont déjà dans les entreprises. S'il y a 10 à former en master, il y a probablement 1000 à former dans les entreprises. Un de nos membres chez L'Oréal nous disait « Comment vous faites pour me former 20 000 personnes en IA ?» Qui prend le challenge?
Non, c'est une bonne remarque. Hein. Quand on rencontre nos clients, on a les mêmes problématiques, à la fois chez les grands groupes comme pour les entreprises plus petites. Pour moi, je trouve que c'est quand même une très très belle opportunité qui s'ouvre à nous. Alors on peut le voir sur le côté, on n'a pas, mais on veut avoir. Et donc de former, de passer son temps dans les écoles, de passer son temps à éduquer, non pas pour capter les personnes qui sont là, mais pour être sûr qu'elles soient armées finalement pour leur futur et pour pouvoir répondre aux challenges de demain, parce que les embauches et les profils des embauches ne seront pas les mêmes demain qu'elles sont celles d'aujourd'hui. Donc c'est un gros challenge. C'est pas uniquement les entreprises privées qui vont y répondre. Je pense que c'est une considération de tous, à la fois politique, à la fois économique et sociétaux. Et ça part aussi de ce principe-là, je reviens encore sur la partie éthique, mais qui est pour moi une partie importante, hein, d'avoir ses propres convictions, de pouvoir les partager, de s'assurer finalement que de nouvelles chartes vont être mises à disposition, pour aussi éduquer, non pas sur la partie technique et scientifique, mais aussi sur la culturation, parce que toutes nos entreprises se transforment et ont besoin d'accompagnement aussi culturel, transformationnel. On parle dans la transformation digitale des entreprises, certes, mais ce n'est pas que la transformation digitale que ça draine. On parle aujourd'hui de données, et l'intelligence artificielle, effectivement, sont les métiers de demain. Et la France, en tout cas pour Microsoft, a été un terrain, non pas d'expérimentation, ce serait un peu vulgaire de l'annoncer comme ça, mais de vouloir tester des choses en France avant de les tester ailleurs dans le monde, pour une bonne et simple raison, c'est parce qu'on a une chance énorme d'avoir énormément de statisticiens, de mathématiciens qui sont très très pointus, qui ont déjà un background qui permet d'aller le plus loin possible dans la recherche, mais aussi pour la rendre accessible à tous. Donc aujourd'hui, un des gros messages que j'aimerais faire passer aujourd'hui, c'est voilà, l'intelligence artificielle, elle n'est pas dédiée uniquement aux grands spécialistes, mais elle doit être accessible de plus en plus à tous. J'ai envie de protester très fortement là, mais vraiment fortement. Beaucoup disent l'IA, c'est des maths. Je suis désolée, mais non, quoi. L'IA, c'est pas des maths. Regardez, il y a une étude, par exemple, qui a été sortie par PricewaterhouseCoopers récemment sur la transformation de l'emploi avec l'IA. Et ce qu'on voit, c'est que si on veut faire de la recherche en IA, bon, il vaut mieux connaître les maths. Je suis matheuse de formation, bon d'accord, il vaut mieux connaître. Mais dans les entreprises, c'est pas ça dont on a besoin. Dans les entreprises, on a besoin massivement de gens qui vont manipuler des données. Donc quand on regarde une équipe IA dans une entreprise qui va faire, je sais pas moi, 50 personnes, vous allez avoir 2, peut-être 3 statisticiens ou mathématiciens, comme vous voulez les appeler, peu importe. Et tout le reste, c'est massivement des informaticiens. Donc notre problème, c'est cette masse de gens qui sont là pour prendre les données, pour les nettoyer, pour les traiter, pour les remettre dans des bases, pour les stocker, pour les retrouver. Tout ce travail que les data scientists purement statisticiens ne veulent pas faire. Mais qui est indispensable. Il y a deux populations très distinctes entre les data scientists. Une toute petite et une très grosse. Non, mais c'est une réalité qu'aujourd'hui, le métier de l'intelligence artificielle arrive à des personnes qui sont aujourd'hui développeurs, mais qui arriveront même aussi à des personnes qui ne le seront pas, et qui ne le voudront pas l'être, parce qu'il y aura de nouveaux métiers qui pourront utiliser l'intelligence artificielle dans leur propre cas d'application et dans leur propre verticale. Alors, la nomenclature et la réglementation, c'est une chose, mais arriver à répondre à des enjeux d'analyse sur des données pour prédire le cancer ou d'analyse de ce genre d'images, c'est un point important. Et pourtant, ceux qui sont devant les images tous les jours, ce sont des manipulateurs radio, ce sont des radiologues, ce ne sont ni des informaticiens, ni des statisticiens, même s'ils peuvent avoir un background mathématique. Mais en tout cas, l'appréhension, elle est certainement par le métier. Est-ce qu'on doit faire un petit zoom sur les emplois? Nous, on travaille en fait au Hub avec Pôle emploi. En fait, on a créé un groupe sur les RH. La question qui est posée, c'est quels sont les jobs qui vont disparaître? Il y en aura. Quels sont les jobs qui vont être transformés? Et on parle beaucoup en fait de la complémentarité de l'IA et des gens qui travaillent dans les entreprises. C'est-à-dire comment est-ce que les gens, dans le processus de changement, vont apprendre à travailler avec une IA? Et puis, quels sont tous les jobs qui vont se créer? Donc, il y a un certain nombre de gens autour de ce groupe de travail dans les entreprises qui, en fait, ont lancé carrément des chantiers complets de reformulation de la grille des emplois pour redéfinir. On dit data scientist, mais dans la vérité, ce n'est pas data scientist, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Je crois que dans l'automobile, ils en sont à 10, en gros, différents emplois. Donc on voit qu'il y a énormément d'emplois différents. Et effectivement, Pôle emploi essaye de se préparer à ce qui va se passer. Moi, je pense profondément qu'il n'y aura pas énormément d'emplois qui vont disparaître. Par contre, il y a énormément d'emplois qui vont se transformer. Donc en fait, une des questions, c'est comment on apprend à travailler avec une IA, ce qui nous amène à un point assez fondamental que vous avez un peu abordé, qui est la question de la confiance. L'éthique, pour moi, ce n'est pas le sujet, et c'est ce qu'on a fait à la commission. On a dit trustworthy AI, une IA digne de confiance. Qui est de l'éthique de temps, à la limite, fine. Mais on met de l'éthique parce qu'en fait, on veut que les gens aient confiance dans les applications IA. Et quand on va devoir travailler avec une application IA, mon emploi va changer. Il faut que je puisse avoir confiance. Donc, des gens qui ont fait des expériences comme ça, par exemple à Malakoff Médéric, disent en fait, les gens au début, ils challengent l'IA. Ils le bizutent. Ils essayent de voir quelles erreurs ça fait, comment ça se transforme. Donc cette question de transformation des jobs, je pense, est une question vraiment importante. Je serais plutôt d'accord avec tous les deux, c'est mon côté en même temps. D'abord, on a changé des choses sur la formation professionnelle, avec l'adoption d'une loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Tout ça, on a le sentiment aujourd'hui de découvrir qu'on ne suit plus un cursus primaire, collège, lycée, et qu'on trouve un job et qu'on reste dans une boîte, etc. Ça ne marche pas, enfin, c'est pas un scoop ce matin, et ça va s'accélérer. Donc il faut adapter les cursus de formation, il faut pouvoir se reformer dans le parcours professionnel qu'est le sien. Et le sujet que vous portez sur l'IA, il existe aussi sur la cybersécurité. Après, vous avez des entreprises qui ne formulent pas forcément toujours de manière très claire ce qu'elles recherchent. Dans la cybersécurité, vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire « je veux un spécialiste Python qui sache faire de l'injection SQL ». Et ça serait génial si en plus il était spécialiste de l'Active Directory. Bon, le mouton à 5 pattes, il a toujours été très difficile à trouver. Et je crois que, compte tenu à la fois de ce qui existe dans la sphère publique, mais aussi dans la sphère privée, d'initiatives autour de la formation, on est en capacité de pouvoir faire des mises à jour, en tout cas des updates, ce que vous appelez les skills and competencies, des uns et des autres, pour pouvoir les accompagner et accéder aux nouveaux métiers tels qu'ils sont en train de muter, de se transformer, etc. Et donc c'est dans cette logique... Oui, non, mais parfois ils existent. Alors pour le coup, je ne vais pas aller sur l'IA, je vais aller sur la cybersécurité. Vous avez des filières, des Master 2 cybersécurité labellisés par l'ANSSI l'année dernière qui avaient été ouverts entre autres à Lyon et qui n'ont pas fait le plein. Donc vous avez aussi un public qui ne rencontre pas un certain nombre d'offres qui existent sur le marché et qui par ailleurs offrent des débouchés qui sont quasi immédiats. Donc le problème est un peu plus complexe que uniquement les formateurs. Et après, on peut reprendre les grands principes un peu hippies de la création des écosystèmes tels qu'ils ont existé aux États-Unis. C'est tout venait pas d'un silo. Là aussi, qu'est-ce qui fait le succès de Berkeley? Qu'est-ce qui fait le succès de Palo Alto? Qu'est-ce qui fait le succès des écosystèmes qui ont plutôt bien fonctionné et qui existent en France aujourd'hui avec les pôles de compétitivité? C'est quand vous mettez ensemble des gens qui ne sont pas prédestinés à travailler ensemble. Parce que l'IA, elle va rassembler à la fois une communauté de mathématiciens, de chercheurs, de spécialistes de métiers verticaux, d'enseignants, etc., etc. Et ce qui fait la richesse, et ce qui fait la vitalité, et ce qui fait l'agilité d'un certain nombre de systèmes, c'est c'est le côté sérendipité d'un certain nombre de choses qui font que par le fruit du hasard et parce que vous mettez, moi je le vis de temps en temps quand je fais quelques startup week-ends ou quelques hackathons, vous regardez la magie de ce qui peut se produire avec des gens qui ne se connaissaient pas une heure avant et qui décident de porter un projet ensemble avec chacun ses compétences et ses connaissances, vous pouvez faire des choses. Donc je pense que la vision qui est un peu passée, qui est d'imaginer qu'on va pouvoir former, prévoir, anticiper sur un cycle de 15 ou 20 ans les futurs spécialistes de demain alors que les choses auront changé, c'est passé à côté. Non, mais c'est pour ça qu'il faut trouver des dispositifs. C'est un peu ce qui est fait dans les réformes successives que nous portons. Vous avez parlé des déterminants et des nouvelles spécialités au lycée. On peut parler du nouveau CAPES qui a été fait aussi autour du numérique. Donc voilà, il faut peut-être se doter d'outils qu'on avait oublié de mettre en œuvre pour être très certain qu'on va pouvoir accompagner. Il n'y aura pas de... C'est pas parce que vous n'aurez pas fait une filière scientifique que vous ne ferez pas d'IA demain. Et d'ailleurs, moi j'étais à la rentrée avec le recteur d'académie vendredi soir en Bretagne. Quand vous regardez la manière dont les étudiants dessinent les triptyques de leur spécialité en seconde aujourd'hui, ils managent aussi bien de la science politique
que des mathématiques, que de l'histoire-géographie. Et donc, ils sont en train de battre en brèche la vision qui était celle que nous avions bâtie pour eux, qui était de considérer, voilà, il y a les lettres d'un côté, il y a il y a des filières d'excellence, et puis les autres, des filières de seconde zone. Eh bien non, quand on a 17 ans aujourd'hui, ou 16 ans, et qu'on se questionne de son avenir, je pense qu'il est judicieux d'imaginer qu'il ne faut pas s'ultra spécialiser, mais au contraire cultiver une forme d'ouverture d'esprit qui permette de se préparer à certaines ruptures et certains changements. C'est tout le sens des réformes qu'on a adoptées, dont certaines sont mises en œuvre dès cette rentrée. Je vais vous ramener sur le sujet de l'éthique, où il y a, en général, on tombe sur des choses assez antinomiques, où d'un côté on veut innover, d'un autre côté se pose la question de la sécurisation des données, mais au-delà de ça, sur le côté éthique, ça pose aussi un petit peu de quel usage est fait des données. Nicolas, tu l'as évoqué. Moi, en tant que citoyen, je préfère à la limite que Google ait mes données, parce que comme ça, j'aurai le choix entre mes vélos ou les chaussures que je serais potentiellement intéressé. D'un autre côté, ça me dérange beaucoup plus si c'est l'État qui les a, parce que j'imagine des... Voilà, j'ai été élevé avec 1984 et j'imagine des choses beaucoup plus négatives. Donc voilà, je jette un pavé dans la mare parce que je sais que ça ferait réagir. Je viens de passer 3 ans en Chine et récemment, donc en mai, on a fait une learning expédition en Chine à nouveau. Donc on a eu un déjeuner avec le responsable de Tencent. Tencent, c'est la grosse application WeChat qui doit avoir 800 millions d'utilisateurs. Et on discutait d'éthique. Et lui, c'était le responsable de l'éthique chez Tencent. Et il nous expliquait qu'en Chine, en fait, la décision, c'était très simple. Il y a, en fait, les données sont la responsabilité d'un tiers de confiance. Le tiers de confiance a accès à toutes ces données. C'est lui qui est chargé de les protéger. C'est lui qui est chargé de vérifier qu'il n'y a pas de mauvais usage de ces données. Et tout le monde est d'accord avec cette chose-là. Le tiers de confiance, c'est l'État. Tout va bien. Je suis pas sûr que pour assurer c'est culturel, quoi. Enfin, je suis pas tout à fait sûr que pour assurer quelqu'un qui redoute de donner ses données à l'État, il faille prendre les Chines comme exemple. Mais bon, c'est non. Oui, oui. Mais enfin, après, c'est dans la culture. On a des problèmes culturels aussi. Enfin, des problèmes. On n'a pas des problèmes. On a des nuances culturelles d'un bloc continental, à l'autre. Et c'est vrai que quand vous rentrez dans un commerce chinois, si on vous appelle pas par votre prénom, c'est qu'il y a un problème. Alors que quand vous allez, je sais pas moi, chez Leroy Merlin acheter un tube de PVC, vous attendez pas à ce qu'on vous ait découvert et qu'on sache avant qui vous étiez, pourquoi vous en achetez, et qu'on soit pas surpris le fait que vous en preniez 2 mètres au lieu de 3 mètres. Mais sur les questions éthiques, elles sont larges, et effectivement, vous faites partie d'un groupe d'experts. Il y a des initiatives qui sont lancées aujourd'hui autour de ce qu'on pourrait définir de ce que c'est l'éthique autour de l'intelligence artificielle ou de la data. Moi, j'ai un principe, alors, qui parfois a du mal à résister aux épreuves de la réalité. Je rêve d'un monde où l'intelligence artificielle, une des bornes, c'est de considérer que c'est l'homme ou la femme qui a la décision ultime. Alors, on a eu des débats sur les robots tueurs, on a eu des débats sur un certain nombre de choses. On peut avoir des débats sur la médecine. Est-ce que l'IA assiste le médecin dans son geste? Est-ce qu'il le supplée? Est-ce qu'il le remplace? Voilà. Moi, je fais partie de ceux qui imaginent que si on pouvait garder l'intelligence artificielle au service de l'humain, et uniquement au service de l'humain, c'est-à-dire que l'homme décide en dernier ressort de la décision qu'il applique ou pas, ce serait une forme de définition de l'éthique autour de l'IA. Mais je le dis tout de suite, il y a des sujets... Un exemple. Non, mais un exemple. Un truc. Un contre-exemple. Je vous donnerai un truc. J'en ai un. Une application IA qui est capable de détecter une crise cardiaque. D'accord? Les médecins disent non, il n'y a rien là. Il n'y a rien, vous vous trompez. L'IA a raison. Comment vous faites? Vous laissez l'IA décider ou le médecin? Et le type, il crève. Non, mais c'est pour ça que par honnêteté, je vous disais, le principe général, quand on en discute ici ou là, tout le monde est très d'accord avec l'idée que le monde de demain, dont on confierait des décisions critiques ou importantes à des machines, est quelque chose
que l'on peut au moins appréhender à défaut de redouter. Et donc on se sentirait mieux et plus à l'aise, mais l'exemple que vous donnez est tout à fait un bon exemple. J'en avais un autre moi sur la lutte terroriste, enfin sur la lutte antiterroriste par exemple, sur les attaques de nuages de drones. Bon voilà, aujourd'hui la vitesse à laquelle ils se déplacent, les capacités avec lesquelles on est capable de riposter, ou en tout cas d'annihiler une partie d'entre eux, elle est très largement en dessous en termes de temps que ce que peut prendre comme décision un seul homme s'il est face à 30 drones qu'il ne sait pas qualifier. Enfin bon, je crois qu'il a 3 secondes pour décider en gros. Mais c'était 300 drones. Ouais. Ils étaient en train de viser 500 drones. D'accord. Ouais, et puis ils font des feux d'artifice en Chine avec des drones. Mais donc tout ça pour dire. Non, mais je suis d'accord avec vous. Tout ça pour dire que, vous voyez, quand le législateur, on le convoque à l'idée que, allez, définissez-nous ce que c'est que l'éthique autour de l'intelligence artificielle. On peut trouver des principes qui sont très nobles et qui sont ceux qui renvoient à des codes qui sont à la fois des codes moraux, des codes sociaux. Et on voit que le sujet est beaucoup plus complexe que ça. Parce que pour le coup, et là vous avez raison d'introduire la question sous cet angle, c'est est-ce que si on commence à borner, on finit pas par brider l'innovation? Et le sujet médical que vous avez mis sur la table est tout à fait pertinent. Oui. Peut-être une remarque justement sur la partie éthique. En tout cas, je pense que ce qui est vraiment important, c'est d'avoir cette capacité à pouvoir avoir une charte qui soit non dépendante d'une entreprise et que finalement cette charte-là puisse être couverte par des personnes qui viennent de tous bords, de toute population, de toute considération, de tout a priori, et puissent élaborer une charte sans être, entre guillemets, se faire sa propre charte, c'est facile. Donc l'avoir en dehors, je trouve que c'est un bon moyen de prendre les considérations des uns et des autres. Et je pense que les initiatives qui sont faites aujourd'hui en région sur cette thématique-là montrent bien qu'il y a déjà une attente et qu'on est assez tous d'accord pour dire que l'éthique est un point important de démarrage, autant que la sécurité, et que pour le faire, une organisation indépendante qui donne entre guillemets ses grandes lignes et qui puisse les suivre et challenger par le biais de la transparence, par le biais de la standardisation, de l'open source, ce genre de choses qui devraient aider en tout cas à aller dans cette voie-là, puisse se faire et se faire de façon indépendante. Donc je pense qu'il y a des initiatives à Paris, il y a des initiatives en région et je pense qu'il faut continuer à ces initiatives parce qu'elles sont bonnes, elles amènent en tout cas de la valeur pour se reposer les bonnes questions de façon, non pas une bonne fois pour toutes, mais se les poser de façon régulière et permanente. Au niveau de la commission, on a passé plus d'1 an sur cette histoire d'éthique. On a produit un rapport en fait sur l'éthique en juin dernier, donc 1 an de discussion, on va dire un peu chaude dans certains cas. Et la chose qu'on a finalement essayé de dire, c'est bien de causer l'éthique, ouais, c'est bien l'éthique, mais en fait le vrai sujet, c'est comment on fait pour implémenter de l'éthique? Comment je fais pour mettre en œuvre de l'éthique dans des produits? Comment je fais pour dire ce produit made in China, j'en veux pas parce qu'il n'y a pas d'éthique dedans. Ce produit fait en Europe, Ethic Inside, j'y crois et j'ai confiance. Donc c'est toute une démarche en fait qui est en train d'être testée maintenant puisqu'on est en train de lancer des pilotes et des deep dives comme on dit, donc avec des entretiens avec des entreprises pour essayer de comprendre en fait comment on peut mettre en place tout un process. Ça va avec une standardisation, mais cette fois-ci, comment je fais? Quel est mon standard de développement d'un produit avec de l'éthique dedans? Et ça, la question qu'on s'est posée constamment, c'est de dire c'est bien d'avoir des produits avec éthique, mais il faut qu'il y ait des produits quand même. C'est-à-dire qu'il faut bien que cette démarche et tout ce process, ce soit quelque chose qui soit une valeur ajoutée, quelque chose qui va être un supplément de compétitivité pour les entreprises et pas quelque chose qui va faire qu'il n'y a plus rien qui sort, quoi. Donc pratiquement et concrètement, comment je mets en place de l'éthique dans un produit? C'est ça qu'on est en train de faire maintenant. Ce que je vous propose pour les 10 dernières minutes, sinon je pense que j'ai quelques autres questions au cas où, c'est prendre des questions dans la salle si vous en avez. Approche-toi, Nicolas. Oui. Alors moi, j'ai pas lu le rapport que vous avez mentionné, donc peut-être que la réponse est dedans. Mais sur l'éthique, est-ce que vous pensez qu'on peut aller vers, pour reprendre les réflexions sur la standardisation de la donnée, vers une standardisation de l'éthique au niveau national ou européen? Ou est-ce que l'éthique restera à définir au niveau local par rapport à
peut-être des différences politiques dans chaque ville, dans chaque collectivité territoriale. Le rapport en question, en fait, il a 3 parties. Il y a les grands principes au début, pendant 2 sections. Et la 3e section, c'est ce qu'on a appelé une assessment list, c'est-à-dire une liste de questions à se poser, une checklist, si vous voulez, à se poser pour arriver au bout en étant sûr que, effectivement, Ethic Inside. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans lesquelles on serait prêt à passer en région X par rapport à la région Y, sans doute. Par exemple, je parlais des Chinois tout à l'heure, mais par exemple, les Hongrois, à un moment, ont dit « Moi, un tiers de confiance qui serait l'État, c'est non ». D'accord ? Nous, je pense, en France, on est assez d'accord pour que l'État ait nos données de santé, ait nos données sur les impôts, par exemple. La Hongrie n'avait pas l'air très chaude du tout pour ça. Donc oui, il y a certainement des particularités en région. Maintenant, je pense que pour l'IA, la France toute seule, ça ne suffit pas. Il faut qu'on soit, en fait, avec l'Europe, beaucoup plus fort, beaucoup plus cohérent. On voit que RGPD, quand l'Europe parle de RGPD, elle devient audible au niveau mondial. Là, sur la taxe pour GAFA, on voit que la France a poussé ça, mais l'Europe derrière. Donc je crois qu'il faut raisonner non pas en termes de région ou même de pays, mais comme un ensemble, parce qu'aujourd'hui, les compétitions sont telles au niveau international qu'une région toute seule, non. Donc il y a des particularités régionales, mais il me semble que c'est important d'avoir un cadre au niveau européen. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on peut non pas imposer, mais recommander fortement au niveau de la planète. Un label IA éthique aura une valeur au niveau européen, si on y arrive. Incontestablement, si l'Europe sait s'accorder sur une forme d'éthique autour de l'intelligence artificielle, nonobstant les tiers de confiance, est-ce que c'est l'État, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, ça n'en sera que mieux. Et l'expérience du RGPD est une belle expérience, parce que quand on parcourt un peu le monde, on s'aperçoit qu'il y a plein d'acteurs qui adoptent les standards du RGPD sans avoir l'obligation d'être GDPR compliant. Vous allez aux États-Unis, vous avez des gens qui disent « Moi, je suis GDPR compliant parce que j'ai envie de contractualiser avec des acteurs européens. » Ils ont compris que c'était un marché de 500 ou 600 millions d'utilisateurs. Vous allez en Afrique francophone, vous avez des pays, le Maroc par exemple, pour ne pas le citer, qui disent « Mais nous, on fait tout dans notre développement de systèmes d'information pour être GDPR compliant. » Vous allez en Asie, vous avez Taïwan, Taïwan au Computex au mois de juin, on parlait de blockchain et d'autres choses, mais quand vous rencontrez les institutionnels, ils vous disent tous mais nous on veut avoir vos textes de loi parce qu'on voudrait bien les adopter, parce qu'on veut avoir les mêmes, enfin on partage les mêmes valeurs. Vous voyez que l'Inde a adopté, je crois que c'est au plus haut échelon de sa constitution, la neutralité du net, par exemple, c'était en début de l'année dernière. On s'aperçoit qu'indépendamment des barrières géographiques ou des frontières qui sont les nôtres, aujourd'hui le numérique, c'est une banalité de le dire, mais le numérique ne connaît pas ces frontières. Et en fait, on doit raisonner par communauté de valeurs et communauté de destin. Il est bien évident qu'avec des pays qui ont la liberté de la presse comme étant aussi une de leurs valeurs, c'est plus facile de discuter autour des sujets du numérique, de l'éthique, de la liberté, de la circulation de données, qu'avec des pays qui n'ont pas la même conception des choses. Donc plutôt que de considérer les choses à l'échelon des vieilles alliances traditionnelles issues des conflits traditionnels, des guerres conventionnelles, etc., aujourd'hui on doit pouvoir discuter avec des États, des proto-États, des organisations, enfin tout ça est un peu plus compliqué. Mais par contre, si on a des communautés de valeurs, des communautés de destin, et qu'on voit le monde, et qu'on partage l'idée que le monde de demain, c'est bien la technologie au service de l'humain, par exemple, et que c'est un principe de base, alors on doit pouvoir bâtir des standards qui qualifient ce que c'est que l'éthique, que ceci, que cela. Mais moi, je peux être que d'accord avec vous, l'échelon pertinent, c'est à minima l'Europe. Et si l'Europe ne prend pas d'initiative, c'est pas malsain que la France montre le cap, montre l'exemple. En la matière, il y a des exemples depuis 2 ans qui sont en cours. Et c'est très bien si derrière les codes sont adoptés par d'autres. Il y a peut-être d'autres questions. Moi, juste pour... Oui, alors c'est une autre question, parce que j'ai une autre suggestion en arrivant.
Bonjour. Vous parlez de standardisation. Moi, je viens de l'industrie pharmaceutique et nous utilisons des standards internationaux validés par la FDA, l'Europe et le Japon. Pourquoi vous ne l'utilisez pas ? Alors, l'utiliser comme étant les bonnes pratiques dans le milieu pharmaceutique, c'est ça ? C'est pas que des bonnes pratiques, c'est vraiment par domaine une standardisation des données. Donc ça va de la gestion pharmaceutique des bases de données jusqu'à la cosmétologie et la nutrition. La question, en fait, elle est pas, comme on l'a dit tout à l'heure, sur un vertical entre guillemets étroit. Vous êtes sur un vertical étroit, même s'il est extrêmement large, en fait. Vous avez déjà un standard de données magnifique. Donc, si on veut faire une standardisation de données, on va certainement pas faire un standard global sur l'ensemble de toutes les données possibles. On va essayer de faire des standards par domaine. Vous en avez un. Et puis, à côté, peut-être, je vais faire des standards sur la peau, sur les cancers de la peau, j'en sais rien. Et toute la question, ça va être ensuite de faire communiquer ces standards entre eux. C'est fait comme ça. C'est pas fait pour l'instant. C'est une recommandation de faire. Et bien entendu, si on recommande de faire, je pense que la première question à se poser, ça va être sur les différents domaines, par exemple en santé, quels sont les standards existants et comment je fais, quand il n'y en a pas, pour en produire et quand il y en a, pour les faire communiquer. Mais c'est un travail, il y en a pour 15 ans. Moi, la seule chose que j'ai envie de dire ici, c'est que c'est une nécessité absolue et qu'en France, sur ces sujets-là, on est nul. Si je regarde les entreprises en France ne participent pas ou très très peu aux organismes de standardisation. Et donc en fait, le point c'est que davantage d'Européens participent à ces instances-là. C'est des réunions, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas très rigolotes, de parler de standards de données, mais c'est des choses qui sont absolument indispensables. Jusqu'ici, on a beaucoup laissé les Américains mener le jeu. Alors en Europe, en tout cas en pharma, on est très impliqué dans la standardisation de nos données. Et en fait, pour tous les domaines, ça pourrait être adapté, puisque notre standardisation, ça concerne aussi les données individuelles et pas que de santé. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la pharma est aussi impliquée dans l'IA, dans tout type de données externes. Et du coup, depuis 15 ans, ce consortium existe et pourrait développer à l'infini dans tout secteur de l'industrie. Alors moi qui viens du milieu non pas de la pharma, mais de la santé, effectivement il y a des standards qui existent depuis très longtemps. Je pense que c'est d'ouvrir ces standards-là à d'autres et de partager les expériences que vous avez dans le milieu de la pharma avec d'autres. Je pense à la mobilité, par exemple, qui cherche ces standards aujourd'hui et qui serait peut-être, au lieu de repartir d'une feuille blanche, intéressé de partager vos expériences en la matière. Donc aujourd'hui, peut-être monter des think tanks sur ces sujets-là pourrait être une belle initiative de partage d'expériences sur la standardisation qui est la vôtre et qui pourrait faire bénéficier d'autres secteurs industriels qui ont, eux, aussi des standards, peut-être pas sur les données mais sur d'autres choses. Je pense au risque dans l'automobile par exemple, où la standardisation des données existe sur le partage des données d'un véhicule mais ne sont pas forcément centralisées sur l'ensemble de l'organisation. Et on voit que les organisations bougent aussi, c'est-à-dire qu'un expert de la mobilité aujourd'hui, comme par exemple Renault-Nissan, sort de son secteur et va chercher d'autres scénarios de standardisation pour interconnecter son véhicule avec un bâtiment, avec une maison ou ce genre de choses. Et donc du coup, même si les standards existent par profession, on a besoin d'API pour pouvoir interagir entre eux et c'est là où effectivement on a certainement beaucoup plus de valeur à la périphérie des industries plutôt qu'au centre des industries. Ouais, je peux juste confirmer que vous faites probablement partie des exceptions en matière de secteur. J'en parle avec Fabre, j'en parle avec Roche, j'en parle avec un certain nombre d'acteurs français autour de la pharmacie et des laboratoires. Bien évidemment qu'il y a des sujets sur lesquels cette normalisation, elle existait, cette standardisation, elle existe. C'est vrai aussi dans le monde de la santé, parfois un peu violent avec le monde de la santé, mais il faut reconnaître que du côté de l'imagerie médicale, par exemple, le sujet de la normalisation, la standardisation est tout à fait accompli. Mais une fois qu'on a dit ça, tous les autres secteurs sont des secteurs qui sont des secteurs en devenir et sur lesquels il y a des efforts à formuler. Enfin, quand vous vous intéressez au secteur automobile, la blockchain sur l'automobile, le nombre de prestataires qui travaillent les uns avec les autres, et les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure,
y tourner soit au niveau de la santé, soit au niveau des finances. On parlait de libération des API tout à l'heure. Discuter avec les gens de la FinTech pour regarder quelles sont leurs attentes vis-à-vis des grands acteurs bancaires aujourd'hui de la libération des API sur la capacité de pouvoir avoir de la libre circulation de données. Là, je ne parle même plus de standardisation. Vous verrez qu'on est encore assez éloigné du sujet. Puis enfin, pour terminer, parce que je vais terminer là-dessus. Oui, je comprends bien que vous ne vouliez pas confier vos données à l'État. On va travailler sur l'identité numérique. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il vaut mieux que l'identité numérique soit gérée par quelqu'un qui sera choisi par l'État plutôt que par Facebook. Mais bon, ça n'engage que moi. Je voulais bien séparer les deux. Je vous propose de nous arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Monsieur Botorel. Merci beaucoup, Madame Soulier. Et puis merci beaucoup, Monsieur Couder, d'avoir participé à cette table ronde. J'espère que vous aurez eu des éclairages sur la donnée. Et n'hésitez pas après, si vous avez des questions à discuter autour du buffet qui va être servi d'ici une petite demi-heure. Et maintenant, je vais passer la main à Christian Quest, qui est l'assistant parlementaire de Madame Paula Fortezza, qui n'a malheureusement pas pu être présente ce matin. Voilà. Donc à toi, Christian, et encore merci à nos intervenants.